Bien, bonjour à tous. Jour ce conseil municipal du 30 mai 2024. Suite à la démission de M. Cabras, j'accueille avec plaisir Mme Michèle Nicolaï, qui est la suivante dans l'ordre de montée au sein du conseil municipal pour le groupe de M. Amaro. Bienvenue. M. Amaro, si vous voulez bien faire appel. Mesdames et messieurs les élus, bonsoir. Michel Amiel, Présent. Jean-Marc Leonetti, Monique Smissa, Pierre Tonarelli, Sophie Chave, Claude Farcy, Joël Baltz, Jean-Philippe Musso, Agnès Amiel, Grégory Boucher, Caroline Tchélékian, Gérard Pateau, Vincent Loca, Excusez pouvoir, monsieur Pateau. Patricia Boigard, Sylviane Réau, Didier Long, Karine Vassalo, Fabrice Vega, Miaïla Bittard, Audrey Giallo, Julien Dardenne, Audrey Ville, Éric Adami, Francette Mépi, Gérard Valat, Alain Ponce, Romain Marot présent, Joël Fioril-Reynaud, Michel Nicolaï, Katia Delaveau, Michel Scamaroni, Solange Gorny-Lacroix, Maximilien Fusonne, Emeline Coche et Rosie Inaudi. Bien, nous avons à faire approuver le procès verbal de la dernière séance, à savoir celle du 4 avril. Y a-t-il des remarques? S'il n'y a pas de remarques, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Alors, dans l'ordre qui m'était donné, l'installation nouveau conseiller municipal, je l'ai fait en débutant puisque ça précédait l'appel, ça me paraît logique. Il y avait une demande, conforme à ce qui est prévu d'ailleurs, présentant les indemnités perçues par les élus au titre de l'année 2023. Ça vous a été transmis, pas de remarques là-dessus, c'est parfait. Une information. Exceptionnellement, le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 26 juin et non pas le jeudi 27. Pour une raison toute bête, parce que le jeudi 27, il y a un conseil de métropole, le dernier de l'année scolaire, comme on dit, et j'aime bien y assister. Donc, on n'est jamais sûr que ce soit fini dans les délais. Donc voilà, donc notez bien sur vos tablettes, mercredi 26 juin. Nous rentrons dans l'ordre du jour. Il y a d'abord des décisions. Y a-t-il des questions, des remarques sur les décisions qui sont prises? Oui. Oui, monsieur le maire, vous précisez dans les décisions prises par délégation la désignation d'un avocat dans le cadre de l'action de la commune à l'encontre de la société Galaxy Geek, les compagnies d'assurance Generali, GAN, Smakel et l'association FUVLab, afin de demander réparation de l'entier préjudice subi suite à l'incendie du théâtre Henri Martinet qui a eu lieu, pour rappel, en 2018. Une question assez simple. À quoi ça sert d'attaquer l'entreprise Galaxy Geek qui s'est mise en sommeil depuis plusieurs années et dont l'actionnaire majoritaire, dont l'entreprise existe toujours, est employé par la commune puisque vous l'avez employé au sein de la municipalité? C'est tout simplement une procédure de nature globale concernant une action en justice, étant donné que le mot qu'il faut retenir, c'est demander réparation de l'entier préjudice. Nous ne sommes pas d'accord avec l'indemnité qui est proposée. Pour autant, bien que nous ne soyons pas d'accord, cela n'obère pas les suites que l'on peut donner pour la mise en place d'un projet concernant la reconstruction, requalification du théâtre Henri Martinet, mais il fallait, d'après nos avocats dans ce domaine-là, je ne suis pas un expert des procédures assurantielles, il fallait attaquer l'ensemble des personnes concernées potentiellement par ce sinistre. Le terme d'ailleurs attaqué est un peu fort, le but est d'obtenir quand même une indemnité conforme à ce que nous demandons. Pour votre bonne information, par rapport à ce que nous demandons, l'indemnité proposée est de l'ordre de la moitié, ou quelque chose comme ça. Donc c'est un peu exagéré, il n'y a pas eu moyen de négocier, donc on fait une action en justice, sachant que notre avocat nous dit de toute façon, ça n'opère pas la suite. Voilà. Pas d'autres questions? Donc là, il n'y a pas de vote. Ben, nous rentrons dans le vif du conseil municipal
à savoir, excusez-moi, ah oui, pardon, tableau des marchés publics. Pas de remarques? Donc on rentre dans le conseil municipal. Délibération 1, Grégory Boucher. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, pour commencer les délibérations de ce conseil, nous proposons d'adopter la demande traditionnelle de subvention pour l'année 2024, faite auprès de la métropole Aix-Marseille-Provence afin de mettre en œuvre le plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi du Pays d'Aix, le fameux PLI. La subvention demandée est d'un montant de 10 310 €. Pour rappel, en 2023, nous avions touché 7 500 €. Le PLI est assuré par des référents de parcours individualisés. Ainsi, les PLI proposent un accompagnement individualisé et renforcé auprès du public ciblé, demandeur d'emploi. Une entrée dans le PLI, je vous le rappelle, est un acte volontaire de la part de ce public. Dans le cadre de ces missions, donc, notre bureau municipal de l'emploi, qui a déménagé il y a 1 an à la maison France Service, accueille des permanences, et développe des actions en direction de ce public. Vous avez eu dans la délibération le bilan 2023 et les propositions de programmation 2024, où je souhaite souligner 2 nouveautés dans le programme des actions, à savoir 2 forums dédiés à un emploi spécifique, un qui sera autour des métiers de l'enfance et de la petite enfance, et un autre qui sera autour du handicap. Quelques chiffres pour conclure, monsieur le maire. Sur l'année 2023, notre référente a suivi 42 pénois. Il y a eu 19 sorties du dispositif positives, à savoir une obtention d'emploi ou une formation diplômante, 21 autres sorties autres avec une réorientation. Grâce au parcours individualisé, les gens peuvent se réorienter. 2 sorties dynamiques, à savoir des contrats valorisables, et 7 abandons. Voilà. Très bien. Bon, PLI est un vieux partenaire du retour à l'emploi, intégré au sein de notre bureau municipal de l'emploi, et comme tu l'as rappelé, de la maison France Service. Ça nous donne toute satisfaction. Des questions, des remarques? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est à l'autre. La 2, Jean-Marc. Bonjour à tous et toutes. Alors cela concerne une convention relative pour la redevance spéciale des déchets communaux de la métropole. Cette redevance spéciale est destinée à couvrir les charges supportées par la métropole pour les déchets non ménagers produits par les collectivités et qui ne seront ni recyclables ni valorisables. Voilà, je tiens à remercier surtout le service environnement et M. Melchior et son équipe pour le travail effectué par des actions qui ont déjà mis en place. Cela nous permettra, on espère, avoir le taux le plus bas qui sera de 1,25 € par an et par habitant. Il faut savoir quand même que ce taux peut aller jusqu'à 3,75 €. On aura donc une somme là pour l'année de 27 371,25 €. Ce qui est déjà pas mal. Alors, je dois dire qu'on devrait avoir satisfaction puisque nous cochons les 8 critères. Questions, remarques sur la redevance spéciale? Pas de questions. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Abstention ou contre? Abstention. 2 abstentions. La 3. Afin de régulariser une situation de fait avec M. Silatier et M. Amelal, la commune souhaite acquérir une parcelle d'une contenance de 8 mètres carrés, la parcelle M628. C'est un petit triangle de chemin fait pour une régularisation d'alignement. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 4. Afin de régulariser là encore une situation foncière, les consorts Bélieu se sont portés acquéreurs de la parcelle CZ 92 qui se trouve sur le bas du chemin des Vanades d'une contenance de 1600 mètres carrés qui est en zone EN et en PPRIF rouge, donc non constructible, et vendue à 15 000 € estimés par les domaines. Question de Marc, qui est pour. Une question? Oui, madame. Le micro, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Juste une question. D'après le plan, en fait, ce que vous appelez régularisation, j'imagine que ça a été engagé à cause de l'accès au chemin, c'est ça? C'est ça. Il traverse déjà la zone communale pour entrer. D'accord. Mais sur, toujours d'après le plan, l'accès, c'est juste le petit point en fait sur le côté qui doit correspondre à une dizaine de mètres carrés, j'imagine. Il y a le chemin existant et l'ancien chemin. Oui, mais le chemin existant. C'est le chemin existant, oui. Et en fait, bon, ils ont souhaité acquérir cette parcelle-là, comme je vous ai dit, elle est en gaine, elle est en non constructible. Et bon, pour ne rien vous cacher, nous, c'est de là qui ça nous permettra
ils feront l'entretien des OLD et ils s'engagent à entretenir la parcelle. Mais ils sont déjà obligés, puisque de toute façon, c'était autour du terrain. Pas d'une importance telle. Puisque la distance est de 250 mètres de l'habitation, là ça fait un peu plus loin, donc on nous a vu qu'on n'en aura aucune utilité, on a jugé bon de la vendre pour qu'ils puissent après l'entretenir. Oh, c'est à leur demande. Hein, c'est à leur demande. Je ne sais pas si vous connaissez très précisément l'endroit, c'est au creux des Vanades, et il va de soi que l'entretien qui peut être fait par les gens ne peut être que positif. Voilà, raison pour laquelle j'ai volontiers donné satisfaction à cette demande. Voilà. Nous avons tous en mémoire l'incendie du 10 août 2016, et pour avoir été sur place à ce moment-là, le Vallon des Vanades est le premier, avec accord bien entendu des services de la préfecture des pompiers, à être évacué. C'est probablement, en cas de risque d'incendie, le coin le plus dangereux de la commune. Donc tout ce qui peut être fait par les particuliers eux-mêmes, beaucoup en ont pris conscience et l'ont fait depuis, ne le faisaient pas forcément à l'époque, hein, il faut le dire. Et je rappelle le travail que j'ai déjà signalé du comité des feux de forêt de Patricia Boigard qui accompagne cette action. Donc tout ce qui peut contribuer à un peu plus d'entretien que le strict entretien des 50 mètres autour de l'habitation, et là on est au-delà, est évidemment favorable. Voilà. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi on transférerait les obligations de la commune aux particuliers dans cet ordre-là. Je ne comprends pas en fait l'intérêt de cela. Pourquoi on transférerait ça On ne transfère pas les obligations de la commune. Les obligations de la commune sont les mêmes que celles des particuliers quand il y a du bâti. Et d'ailleurs, dans l'esprit des gens, il y a souvent une confusion. On n'est pas là pour débroussailler la colline. On est là pour débroussailler dans la stricte limite de l'obligation légale de débroussailler, c'est-à-dire le fameux rayon de 50 mètres, qu'il soit ou pas sur la propriété donnée, plus 10 mètres de part et d'autre des routes. Voilà. Je pense être clair. Hein. On permet de débroussailler un petit peu plus que les obligations légales. Voilà. Et je comprends que les gens qui habitent dans ce creux aient envie d'être le plus possible protégés. C'est évident que ce n'est pas nous qui allons les débroussailler à distance de leur habitation. Ça, c'est clair. Voilà. Bien. Je mets au voix qu'il est... Ah, pardon, excusez-moi. Selon le plan, il n'y a pas besoin de leur vendre pour qu'ils aient l'obligation de débroussailler. Selon le plan que vous nous avez fourni, ils ont l'obligation de débroussailler. Parce que la loi, c'est 50 mètres autour des habitations. Donc là, suivant le plan que vous nous avez fourni, excusez-moi, mais ils ont l'obligation de débroussailler la bande que vous leur vendez. Ils sont largement au-dessus, au-delà des 50 mètres. Hein. Ils sont au-delà des 50 mètres sur la parcelle, la CZ à 92. Ah bah sur le plan, ça apparaît pas comme ça. Hein. Alors le plan est faux. Je ne vois pas en quoi il est faux, puisqu'il n'y a pas de mesure prévue. Je connais bien le lieu pour connaître cette propriété. Je ne vois pas où est le problème. Parce que le problème, vous nous parlez d'une obligation que vous vendez, parce qu'en fait, ils vont faire l'entretien par rapport au débroussaillage, au risque incendie. Oui, mais pas d'accord. Mais là, des obligations. D'accord, mais là, lorsqu'on voit le plan, les bâtiments, il y a la maison, il y a un autre bâtiment, ils sont à la lisière du terrain que vous vendez. Donc, dans tous les cas, ils ont l'obligation de le faire. Non. Ça reste... c'est ce qui a écrit, c'est ce qui a marqué sur le plan. Ils ne sont pas à la lisière du terrain que l'on vend. C'est les 50 mètres, c'est pas la limite de propriété, c'est 50 mètres par rapport à l'habitation. Oui, quand on voit le plan, on est en plein dedans. Regardez la limite supérieure du plan, vous verrez que les distances, c'est facile à aller voir et à les mesurer ensemble, si vous voulez. On est là à se faire des calculs de métrage. Non, mais c'est pas des calculs étranges. En fait, non, pas étrange, de métrage. De métrage. Mais bon, enfin, c'est très curieux. Bon. Je mets au voix. Qui est pour? Qui est contre? Deux contre. Qui s'abstient? Adopté. La 5.
Alors, dans le cadre du développement et de l'extension du Zélibus et du BHNS, la métropole s'est portée acquéreur des parcelles AO 445, 443, 449, 450, 451, d'une contenance de 6119 mètres carrés sur le CD6, et de la AL 322, 348, d'une contenance de 399 mètres carrés au chemin de Veloux sur le bas des établissements Savardus. Au vu de l'importance et de l'intérêt de l'opération et afin de rejoindre et desservir le pôle d'échange multimodal, le maire propose de céder les 10 parcelles à l'euro symbolique. Question. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 6. Alors, lors du dernier conseil municipal, nous avons passé le déclassement et la désaffectation du bien immobilier de 64 mètres carrés sur le parking de la RD 113, le barbier coiffeur. La commune a proposé à M. Rousselot, qui souhaitait l'acquérir, un montant de 60 000 euros. Et tu as entendu que la valeur du domaine 40 000 euros. Merci. Question, remarque? Oui. Oui, alors vous nous vantez toujours votre gestion en bon père de famille, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'un bon père de famille vendrait les bijoux de famille à vil prix? Parce que 60 000 euros pour ce local commercial avec un parking sur une voie passante, franchement, c'est cadeau. Si vous avez mis l'annonce sur le bon coin, je peux vous dire que le standard de la mairie aurait sauté, littéralement. C'est un local qu'on aurait pu louer 1200 euros au bas mot. En rien que 4 ans, on aurait récupéré déjà ces 60 000 euros. Alors, on est vraiment dans cette démarche au Pays de Mirabeau de vendre un peu tout à prix cassé. On se souvient des terrains comme avant. 11 100 mètres carrés constructibles, vendus 880 000 euros, valeur réelle 6 millions d'euros. On se souvient de cet immeuble à avenue Victor Hugo que vous avez racheté en petite partie, le plus petit local, le plus petit appartement pour le prix de l'immeuble en entier. Donc, il y a vraiment des choses qui sont quand même assez bizarres, pour le moins qu'on puisse dire, sur la commune. Alors, moi, monsieur Louinetti, vous avez un commerce, vous avez des murs, est-ce que vous le vendriez 60 000 euros, votre commerce? Mais moi, j'ai pas besoin de passer par les domaines pour vendre. Moi, j'ai pas besoin de passer par les domaines. Répondez-moi. Nous, quel rapport? Répondez-moi. Est-ce que vous, collectivités, on passe par les domaines. Les domaines ont une estimation à 40 000 euros. On ne peut pas aller au-delà d'un certain pourcentage. Il est estimé à 40 000 euros. On a jugé bon de le mettre à 60 000 euros. Encore une fois, ne comparez pas avec moi. Je n'ai pas passé par le prix des domaines, moi. Non, mais répondez-moi, est-ce que vous le vendriez à un tel prix? Parce que là, c'est Noël au mois de mai. Ben, peut-être que si les domaines venaient me l'estimeraient au même prix. Mais c'est pas le cas, ils n'ont pas à venir me l'estimer. Voilà. Mais quel rapport? C'est n'importe quoi. C'est à vous qu'il faut demander quel rapport. Oui, le rapport, c'est que personne vendrait à son bien à un prix comme ça, un prix cassé. 50% de plus que le prix des domaines. Voilà. D'accord. Mais si par ailleurs, en location, ça pourrait rapporter de l'argent de façon pérenne à la ville. Oui. Par ailleurs, au-delà du prix, c'est favoriser l'implantation pérenne d'un commerçant que je qualifie de solide. Là, c'est une appréciation de valeur que je donne, et pour moi, c'est plus important que tout. Quand on voit comment certains commerces, et j'en ai 2 ou 3 en tête, sont partis entre des mains que j'ose dire indésirables, cela, je sais dans quelle main il est. Voilà. Après, oui, madame. Justement, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. En termes de location, c'eût été plus intéressant pour la ville. Notamment à cause du fait que n'importe quel commerce ne puisse pas prendre cette location. Ce commerce est loué depuis longtemps. Il a été construit dans des conditions qui sont ce qu'elles sont. Ce fut d'abord un poissonnier, c'est devenu ensuite un barbier. Aujourd'hui, la demande est formulée par M. Rousselot, par son futur propriétaire, donc, si la délibération est votée. Je pense que ça fait partie des bonnes pratiques de céder des biens qui n'ont pas une importance cruciale, parce que les loyers, vous savez, c'est pas ce que cela rapporte compte tenu des gestions et de tout ce qui s'ensuit. Je peux comprendre que vous ayez une approche différente des choses et que vous votiez contre. Voilà, c'est comme ça.
Donc, oui. On partage totalement la démarche. On avait évoqué la dernière fois qu'on avait totalement soutenu la démarche que vous avez engagée dans le vieux village concernant l'achat des biens immobiliers pour pouvoir les mettre en location auprès des commerces. Et là, on est sur une démarche totalement inverse. Donc c'est très difficile de savoir sur quel pied vous dansez puisque vous faites deux politiques en même temps. Pour reprendre vos propos, vous venez de dire on essaye de vendre les biens qui ne sont pas importants pour la commune. C'est exactement ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est cette raison pour laquelle vous avez enclenché la vente de l'ancienne mairie, le château de Vento? Alors, je vais répondre à la première partie de votre intervention. La première partie de votre intervention considère la politique inverse, mais la raison est extrêmement simple. Nous avons parmi les commerçants des gens qui ont les rênes suffisamment solides pour acheter et on les encourage. À côté de ça, laissez-moi terminer, et à côté de ça, vous avez des commerces qui ne fonctionnent pas forcément très bien, mais dont on préfère l'usage, par des gens qui ne peuvent pas forcément pérenniser leur activité, plutôt que cela parte dans n'importe quelle main. La réponse est un peu plus simple. Je vais répondre à la deuxième partie, M. Amaro. Le château du Vento n'est pas à vendre. Nous avons fait un appel à manifestation d'intérêt, ce qui est totalement différent. Cet appel à manifestation d'intérêt, comme je l'imaginais d'ailleurs, est revenu nul. Enfin, on n'a pas eu de réponse, j'en étais certain, mais le château du Vento, dans ces conditions, n'est pas à vendre. Si nous avions eu un bon projet de type artisanat, restauration ou quelque chose comme ça, ça aurait pu être intéressant. On n'a pas eu de retour. Donc il était en vente. Non, il n'est pas en vente. Non, il était en vente, mais vous avez... Non, il n'était pas en vente. Un appel, vous confondez, vous mettez la confusion, selon votre bonne habitude. Vous confondez une mise en vente et un appel à manifestation d'intérêt. Dans l'AMI que vous avez publié sur le site, il était noté que le projet pouvait être pour de l'achat ou de la location. C'est ce qui était écrit sur le site. Mais on a le dossier, on l'a conservé, on va vous le retransférer. Mais non, mais je le connais par cœur. C'est le principe même d'un appel à manifestation d'intérêt. Si quelqu'un avait fait une proposition intéressante, je dirais pourquoi pas. Moi, le but, ce n'était pas ça. Le but, c'était pas... M. Amaro, vous répondre. Le but, c'est par exemple un bail amphithéotique. Vous auriez un restaurant étoilé qui arrive, qui me dit « Nous, on vous fait un bail amphithéotique selon les modalités que vous connaissez. » Ça nous va très bien. Ça nous va très bien. Rassurez-vous, le château du Vento ne partira pas dans n'importe quelle main. Enfin, du moins, tant que je suis là. Bien, on va mettre au... Oui. Je reviens sur la délibération, excusez-moi, mais au prix de 60 000 € ce local, c'est pas aux commerçants que vous faites confiance, c'est à la banque. Parce qu'aucun banquier ne refuserait un prêt pour un tel type d'achat. Vous comprenez ça? Dans le cas d'une gestion de local commercial, d'accord? Si vous avez un loyer, vous allez l'intégrer dans vos frais de fonctionnement. Tandis que là... Vos retraites. Oui, c'est aussi vos frais de fonctionnement. Mais, eh oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Là, il va y avoir un emprunt. Là, c'est la banque, en fait, qui va gagner, c'est pas le commerçant. C'est qui? C'est la banque, en fait, qui va faire l'emprunt. Ça ne regarde pas, ça. Mais, oui, mais... Le commerçant achète un bien. Mais si, ça me regarde, puisque vous me dites que c'est pour les commerçants qui ont les reins solides. Mais c'est pas une histoire de reins solides. Madame, c'est une histoire de prix. 60 000 €. 60 000 €, un commerçant qui est là depuis longtemps, je ne sais même pas s'il va faire un emprunt. Vous avez vu que les taux ont pas mal augmenté ces derniers temps. Mais vous dites que c'est pour faire confiance ou c'est parce que c'est un commerçant qui a les reins solides. N'importe quelle banque ne refuserait pas un tel prêt. Donc tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Non, mais je veux dire par là que votre raisonnement n'a pas de sens, en fait. Écoutez, si c'est ce que vous pensez, vous votez contre, on n'en parle plus. On va pas rester 2 heures là-dessus. Allez, je mets au voix. Qui est pour? Qui est contre? Allez, c'est bon. Abstention. Abstention, pardon. La 7. Alors, dans le cadre de l'extension du Zénébus, Enedis a besoin de mettre un point de livraison sur la parcelle AO 364 afin d'alimenter une armoire vidéo qui sera installée sur le giratoire Louison Bobet. De ce fait, nous devons passer une servitude avec la société Enedis. Question, remarque?
Mais on voit qui est pour, qui est contre, qui s'abstiennent, adopté. La 8. La 8. La commune a souhaité mettre en place une ZAP. Alors pour rappel, une ZAP est une zone agricole protégée, une servitude d'utilité publique, et qui sera annexée sur le PLU. Et cette ZAP est bien sur des secteurs bien définis, qui sont le plan des peines et plan de campagne. Pourquoi ces secteurs? Tout d'abord pour figer dans le marbre ces zones, afin de lutter contre l'urbanisation suite à la pression constante des promoteurs. Le fait de figer ces zones, sachant que la commune est déjà protégée à 60%, et que nous n'avons pas, sur le PLU à venir, nous n'avons pas touché nos zones N, nos zones BC et nos zones A. Nous avons au contraire agrandi nos zones agricoles au travers de cette ZAP. Ce travail a été fait en collaboration avec la Chambre d'agriculture et suite, quand ils ont fait des tests, il en ressort que ces terres ont un fort potentiel agronomique dû à un sol très favorable. La commune de Septem a souhaité se joindre à nous et cela nous permettra de créer une ZAP intercommunale. Et je terminerai avant de laisser la parole à M. Ponce qui pourra vous donner quelques chiffres. Qu'avec cette ZAP, nous protégeons durablement la vocation agricole des espaces concernés et c'est pour ça que j'ai bien dit au début de ma présentation, figé dans le marbre. Allez, si tu as... Oui, bonsoir. Quelques éléments complément de la présentation de Jean-Marc Leonetti. Donc l'étude qui a été confiée à la Chambre d'agriculture porte sur 18 des 19 exploitations recensées. Cela représente 102 hectares valorisés par ces exploitations sur la commune. À ce jour, nous observons deux orientations dominantes, le maraîchage et l'activité de pépinière. Ainsi que nous avons aussi une exploitation d'agriculture biologique. La moyenne d'âge des exploitants est de 40 ans, hors retraités bien sûr. Et depuis 2010, nous constatons notamment 11 nouvelles installations qui se décomposent en 7 reprises d'exploitation familiale et 4 créations, mais aussi de 13 disparitions sans reprise. Et là, cela concerne à peu près 32 hectares. Et 7 exploitations maraîchères, principalement dans le secteur ouest. Le rapport donc produit par l'agriculture relatif à la création de cette zone agricole protégée nous permet d'identifier un certain nombre d'atouts, comme par exemple la présence d'un réseau d'irrigation à l'ouest de la commune, de bonnes potentialités agronomiques ainsi que plusieurs signes officiels de qualité valorisables. On peut noter aussi la volonté communale des Pennes Mirabeau et de Septem de travailler concrètement, chacun à son échelle, à la préservation et au déploiement de leur agriculture. On note aussi qu'un accompagnement est possible avec des partenaires publics dotés de politiques agricoles, ainsi que on note aussi que la zone agricole se situe au cœur du bassin de consommation avec de nombreuses opportunités d'écoulement de production. Ceci en présence d'une halle de Terre de Provence, d'un marché producteur à la Gavotte, ainsi que d'un moulin qui a été réhabilité et qui fonctionne aujourd'hui. Mais ce rapport relève aussi de certaines faiblesses, notamment le fait qu'il n'existe aucun réseau d'irrigation d'eau brute sur le secteur est. Nous voyons aussi une poursuite, une amplification des détournements d'usage, des chemins d'accès par exemple aux parcelles agricoles qui sont parfois en mauvais état, mais aussi et surtout la disparition complète d'exploitations maraîchères sur le territoire hautement adapté, et ainsi que une perte de chance sur d'autres productions alimentaires en lien avec le projet alimentaire territorial. Donc pour répondre à tous ces enjeux et impulser une nouvelle dynamique agricole, nous aurons besoin, dans un premier temps, de mettre en cohérence nos zonages agricoles avec la répartition territoriale du potentiel sur la commune, de protéger durablement les espaces agricoles encore préservés de l'urbanisation, de redynamiser les secteurs concernés en favorisant l'émergence de nouveaux projets agricoles, notamment alimentaires, en améliorant le fonctionnement des exploitations. Ensuite, il faudra aussi améliorer l'accès à l'eau dans certains secteurs, notamment sur le côté est de la commune.
Il faudra enfin sécuriser les investissements publics et diverses interventions à conduire pour réhabiliter et améliorer le potentiel agricole recensé. Et en terminant, donc, il faudra aussi convaincre les propriétaires privés du bien fondé de la démarche et de l'intérêt d'agir en faveur d'une meilleure valorisation agricole de leur terrain. La surface de la prochaine ZAP serait de 318 hectares, dont 332 sur la commune des Palmes. Merci. 302. Merci. Des questions, des remarques? Oui, alors une ZAP, oui, ça peut être une bonne idée de préserver les terres cultivables. Néanmoins, on reste quand même dubitatif parce que, si on prend le plan des peines, vous avez un lotissement qui est en train de sortir de terre, juste à la lisière de la ZAP, par un aménageur qui est très connu sur la commune, n'est-ce pas? Il y a des routes qui sont faites, un local poubelle, etc. Donc, déjà, c'est curieux. Deuxièmement, l'installation d'agriculteurs, on sait tous que c'est compliqué, surtout dans le contexte actuel. Alors, on ne va pas faire le débat sur l'Union européenne, mais avec notamment les accords de libre-échange, la politique de défiscalisation de l'Union européenne et la concurrence déloyale. Il y a beaucoup d'agriculteurs et de maraîchers qui meurent, surtout dans les Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse. Concernant les ZAP, on a aussi un exemple. Il y a une ZAP à Gignac qui n'a jamais fonctionné. Maintenant, on se retrouve avec du terrain en jachère, avec de la végétation. Et honnêtement, pour les risques d'incendie, c'est pas terrible. Et une dernière chose, ce qu'on a peur, c'est la spéculation. Parce qu'on sait que dans ce type d'opération, on essaie de racheter des terrains à bas coût. Et après, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. On ne sait pas qui sera le maire après vous. S'il va être bien intentionné ou mal intentionné, ça on ne le sait pas. Et le monde immobilier, c'est pas le monde des bisounours. On le sait tous et on a déjà vu avec ce type d'opération à moyen terme de la spéculation foncière. Donc voilà, nous on s'abstiendra parce que nous n'avons pas les garanties. Monsieur Amaron ? Il faut partir d'abord du constat. Il y a une volonté sur le secteur du plan des peines de ne pas urbaniser ce secteur-là. C'est dans votre pouvoir et c'est dans vos mains. Vous avez aujourd'hui sur le secteur des plans des peines, dans toutes les zones qui sont concernées ici, des zones agricoles. Est-ce qu'en l'état actuel des choses, les zones agricoles permettent de maîtriser l'urbanisation? La réponse est oui. Sauf si vous, monsieur le maire, vous décidez d'urbaniser d'autant plus et de bétonner, comme vous le faites partout ailleurs, d'autant plus la commune. L'exemple du lotissement qui a été évoqué par l'autre groupe municipal est un exemple typique de votre volonté d'urbaniser malgré le fait que vous dites vouloir faire le contraire. Donc, à l'heure actuelle, les zones agricoles permettent d'encadrer ça. Concernant la ZAP, on est en train de dire, et vous avez dit, monsieur Ponce, je reprends vos propos, il faudra convaincre les propriétaires de la bonne démarche. On est en train de dire aux propriétaires qui vont être concernés par la ZAP, monsieur Leonetti, qu'on va les contraindre drastiquement sur leur secteur, sur leur zonage, non plus en termes d'urbanisation, mais aussi en termes d'accès aux services publics, monsieur Leonetti. Puisque la ZAP est beaucoup plus contraignante en termes de services publics, l'assainissement par exemple, que les zones agricoles. Là où on est dubitatif, c'est qu'il y a toujours des paroles et des actes. Vous dites vouloir engager la discussion avec les habitants concernés, vous dites vouloir les convaincre. Il y a vos paroles, des échanges. Vous avez donné une lettre à tous les habitants concernés par la ZAP en 2022, on pourra vous la repasser, où vous dites noir sur blanc, souhaitant vous accompagner en toute transparence, nous vous invitons à consulter les informations rassemblées dans ce document. Sachez également que d'ici la fin du premier semestre 2022, une réunion publique sera organisée pour vous présenter en détail les modalités de la mise en place de cette ZAP. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de sa date. Ces mêmes riverains ne sont au courant de rien. Ils n'ont été invités à aucune réunion et on est en train de se retrouver dans la même situation que d'autres riverains
Au Jas de Rhodes pour le parc photovoltaïque où on leur dit qu'il y a des échanges alors qu'il n'y en a pas. Au Barnois avec la Marjolaine, on nous a dit qu'il y a eu des échanges alors qu'il n'y en a pas et vous vous êtes retrouvés malheureusement coincés dans une réunion publique avec des habitants qui vous ont déclaré l'incompréhension à laquelle ils faisaient face dans les projets que porte la mairie. Donc on a un premier souci entre vos paroles et vos actes et on se pose la question, encore une fois, Monsieur Musso, vous êtes adjoint à la démocratie participative. Quelle est votre démarche de consultation et pourquoi n'avez-vous pas respecté votre engagement de discussion, d'échange, de communication auprès de la population concernée? Donc on est en train de leur imposer quelque chose sans la moindre concertation alors que vous leur aviez promis, vous leur aviez écrit le contraire. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, sur le secteur du Plan des Pennes, nous avons à date une 50aine de constructions illégales. Nous avons reçu, alors nous ne savons pas si nous sommes les seuls destinataires, mais nous avons reçu une liste de parcelles avec des constructions illégales signées par les habitants du Plan des Pennes. Nous ne savons pas si vous l'avez reçu. Si vous ne l'avez pas reçu, on va vous le donner. Mais en tout cas, tous les élus du groupe Ensemble pour les Pennes Mirabeau l'ont reçu. Ce qu'il faut que la population et les élus de ce soir prennent conscience. Les constructions illégales, c'est de votre ressort, Monsieur Leonetti, c'est de votre ressort, Monsieur le maire. Sur le secteur du Plan des Pennes, les zones agricoles sont de votre ressort. En mettant en place cette ZAP, vous transférez votre compétence de police d'urbanisme à la région et à la chambre d'agriculture. Donc c'est pour vous un moyen d'externaliser la gestion de la problématique que vous ne voulez pas gérer sur le secteur du Plan des Pennes, ou à contrario, dites-nous les actions que vous allez mener dans le cadre des informations que nous allons vous donner. Concernant le Plan des Pennes, pour terminer, vous avez demandé la mise en place d'un référendum. Quelles sont les actions que vous allez mener? Donc nos questions, elles sont simples. Pourquoi n'avez-vous pas entamé les discussions que vous aviez promis aux habitants? Et concernant la ZAP, nous ne sommes pas contre les ZAP. Nous sommes pour les ZAP du moment où elles sont faites en totale concertation et du moment où il y a un intérêt. La ZAP n'apportera aucun intérêt supplémentaire par rapport aux zones agricoles, hormis, nous partageons totalement le point de voir des jachères se développer sur la commune des Pennes Mirabeau dans les années qui viennent. Alors, moi, je vais commencer par vous poser une question, que ce soit M. Fusion, M. Amaro. Vous nous parlez des lotissements qui ont été construits au Plan des Pennes, là, et que vous avez l'air de dire que c'est des lotissements qui sont illicites. Est-ce que vous pouvez me donner la zone sur laquelle ils ont été construits? Comment ils sont classés? Dans quelle zone ils sont classés? Ils sont en agricole? En zone naturelle? Je me permets de répondre. Dans les cours de communication, on apprend à répondre par une question. Donc répondez à notre question et ensuite on répondra à la... Je réponds dans la question que vous m'avez posée. Deux questions. Pourquoi n'avez-vous pas engagé les discussions? Et deuxième question. Une fois que vous aurez répondu, on vous répond. Je vais répondre d'abord, M. Fuson. Ces parcelles-là qui étaient totalement constructibles parce que nous sommes à l'UD4. Donc on a déposé, il y a un projet qui a été déposé, un projet qui a été revu comme l'on fait toujours à la baisse en fonction des logements, et ils ont construit. À la lisière. Voilà. À la lisière de la ZAP, comme j'ai dit. Non, pas du tout. Si, j'ai dit ça. Mais il y avait des limites, mais ils ne sont pas à la lisière de la ZAP. Quand vous parlez, écoutez, vous me dites que j'ai pas dit ça, bien sûr que si, j'ai dit à la lisière. Donc arrêtez un petit peu. Écoutez quand on vous parle. Alors, que je vous dis, les permis étaient totalement légaux, ils avaient le droit de construire en UD4. Voilà. Vous me parlez d'une liste. Moi, j'ai pas parlé de choses illégales. Hein. Je suis désolé. Non, mais vous avez eu la parole. Vous laissez. Non, mais vous laissez et je la redonnerai bien volontiers. D'accord, mais dites-lui qu'ils disent pas n'importe quoi. J'ai jamais dit que c'était des constructions illégales. Vous êtes suffisamment n'importe quoi vous-même pour que je ne reprenne pas M. Leonetti qui ne fait que citer le zonage UD4 de là où a été fait le lotissement. Alors vous êtes gentil, vous le laissez finir, et compte tenu de l'importance de la délibération, je vous redonnerai aux uns et aux autres la parole. Oui, à condition qu'ils ne déforment pas mes propos. Vous l'avez tellement fait vous-même. Non. Alors, excusez-moi, arrêtez. Prenez pas vos grands airs et écoutez la réponse de Leonetti. Allez. En ce qui concerne la ZAP, oui, nous avons pris la décision, il y a depuis déjà 2021 qu'on avait travaillé dessus, on a pris la décision
de geler et de graver dans le marbre, comme je l'ai dit, ces terrains de la ZAP. Voilà. Les personnes ont été concertées à un moment donné. Ils ont vu la Chambre d'agriculture qui est passée les voies, parce que bien sûr ils faisaient des prélèvements sur leur terrain. Et voilà. Et là, on a pris la décision de zapper cette zone. Pour la dernière question que vous avez posée concernant les constructions illégales que vous avez reçues et que l'on a reçues nous aussi, je tiens quand même à signaler que vous dites qu'il y en a 50, mais il n'y en a pas 50. Le service urbanisme, c'est vrai, c'est de ma responsabilité ainsi que de celle de la responsabilité du maire, mais j'ai une entière confiance à mon service urbanisme. Et c'est pour cela qu'il y a un travail qui a été effectué déjà depuis un bon moment sur les parcelles qui sont citées. Il faut savoir qu'il y a quand même 24 parcelles qui ont fait l'objet de PV, 11 parcelles qui ont été jugées, sur les 50 que vous annoncez. Il y en a 3 qui sont encore listées. Eh bien, elles n'existent pas pour nous, on ne les retrouve pas. Alors, bon, la personne, on ne les trouve pas. Peut-être que la personne s'est trompée dans les sections et on ne les retrouve pas. Et 3 où il n'y a pas du tout de construction. Donc, voilà. Donc, encore une fois, je vous le dis, le service urbanisme a fait son travail. Maintenant, il est vrai que c'est des dossiers qui traînent, mais ça, c'est plus de notre ressort, parce qu'une fois que le PV est dressé, ça part en préfecture. Ils en ont pas mal de PV, pas que de chez nous, de toutes les communes. Et oui, je ne vous cache pas que c'est des PV qui traînent. Alors, la personne qui se présente sous le nom des habitants des Plaines des Peines, qui a fait on l'a reçu aussi, voilà, je vous le dis encore, 24 ont fait l'objet d'infraction et 11 ont été jugés et le jugement a été rendu pour 11. Oui. Monsieur Fuzon et monsieur Madame et monsieur Amaron. Oui, alors je reviens sur plusieurs points. On relève encore l'histoire de communication. Quand vous me dites que la communication a été effectuée, que les habitants nous disent encore une fois qu'elle n'a pas été effective, on se demande en fait qui croire. C'est toujours la même chose, c'est que moi j'adorerais pouvoir avoir des conversations apaisées et constructives. Mais pour cela, il faudrait que je puisse vous faire confiance. Et en l'espèce, c'est complètement impossible. Parce que quand on rencontre les populations, ils nous disent l'inverse de ce que vous nous dites, vous, ici. Comme ce qui s'est passé effectivement à la Marjolaine, réunion durant laquelle vous avez vu en direct, si j'ose dire, des contestations des habitants. Donc ça, premier point, j'ai vraiment du mal à vous suivre. Quand on monte de tels dossiers comme les ZAP, c'est pour une vision à long terme. Et quand vous me dites, oui, mais bon, il y avait l'UD4 à la lisière et ça, c'était normal qu'on le fasse. Non. Quand on monte un projet, on l'adapte à ce qui était précédemment. Donc, on n'a jamais dit qu'il s'agissait là de permis illégaux, quand il s'agit de la zone du lotissement dont on parlait tout à l'heure. Mais on vous dit tout simplement qu'un projet tel que celui-ci, à la lisière de construction en cours, c'est pour le moins une des incohérences du projet. Troisième chose, vous me dites faire confiance totalement à votre service d'urbanisme, dont je rappelle que la direction a été externalisée dernièrement. J'ai vraiment... Non, c'est faux ça. Ah, expliquez-nous. L'instruction. Oui. Ah non, attendez. Vous qui êtes si à cheval sur les mots, l'instruction a été partiellement, non, excusez-moi, je vous ai interrompu, mais là, partiellement externalisée le temps qu'on trouve de nouveaux agents. Nous avons aujourd'hui 2 personnes qui s'occupent de l'instruction en interne, éventuellement un volet de sécurité pour instruire en externe, effectivement. Mais la directrice est partie et elle a été remplacée. Voilà. Donc, elle est partie parce que vous aviez entièrement confiance en elle. D'accord. Donc, du coup, j'ai du mal toujours à suivre ce genre de projet. Dans des conditions aussi peu certaines, pour utiliser une dot. Mais concrètement, comment voulez-vous pouvoir appliquer de tels projets dans des conditions pareilles et sans en informer la population et sans en obtenir l'adhésion? Je vous comprends. Tu veux répondre?
Je voulais déjà dire que la ZAP sera soumise à une enquête publique. La ZAP sera soumise à une enquête publique. Donc là, les riverains concernés pourront s'exprimer. Elle sera soumise à une enquête publique. Donc vous nous demandez de voter quelque chose que vous avez dit avoir déjà, pour lequel vous avez déjà obtenu l'accord des riverains, qui vous le donneront plus tard. Mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que vous avez dit ça. Vous avez dit que vous avez consulté les riverains sur la ZAP. En 2021, ils ont, mais je veux dire, on n'a jamais, et j'ai jamais dit qu'ils ont été consultés. Je vous dis, la ZAP sera soumise à enquête publique. À ce moment-là, ils pourront s'exprimer et dire, et marquer sur le registre ce qu'ils souhaitent. Voilà. Nous, c'est un choix que l'on a fait. Voilà, c'est un choix. Vous nous reprochez d'être des bâtisseurs et d'être des constructeurs. Nous, c'est un choix qu'on a fait sur ce sujet. Ça ne veut peut-être pas plaire à tout le monde. C'est sûr. Ça peut-être vous arrangera, vous, sur les prochaines élections. Mais moi, j'assume complètement ce choix que je ne veux pas urbaniser le plan des peines. Voilà. J'assume complètement. Alors, vous oubliez juste une chose, c'est que moi je ne vous parle pas des prochaines élections, parce que quelles que soient les prochaines élections et le résultat des prochaines élections, concrètement, ben oui, vous m'excuserez, moi je vous parle des peines Mirabeau. C'est un peu. Pas des élections, peines Mirabeau, pas les européennes. Non, mais moi je livrerai toujours aux peines, élections ou pas élections, je livrerai toujours là, mes enfants aussi, voyez-vous. Donc, moi je vous parle des pénois. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais. Vous parlez des élections. Vous parlez des élections, M. Leonetti. Vous me parlez des élections, c'est bien ce que vous venez de dire. Et oui, par mon choix. Soit on ne parle pas la même langue, auquel cas il va falloir qu'on fasse peut-être des cours de rattrapage, vous et moi, soit on va peut-être arriver à discuter et à construire quelque chose là. Donc on vous dit que vous nous aviez indiqué que l'information avait été donnée au riverain, vous nous dites que non, et alors vous veniez de nous dire l'inverse. Je ne comprends pas comment on peut se comprendre si vous n'arrêtez pas de vous soumettre vous-même à des contradictions. Bon, ça c'est un problème sémantique. Monsieur Amaro. Oui, deux points. Vous avez dit, Monsieur Leonetti, depuis 2021, nous avons gelé le secteur. C'est bien ça, hein? Non. Il y avait, depuis 2021, il y avait l'intention déjà de la ZAP. Très bien. Et pas gelé. Donc là, c'est maintenant que ça va se faire. Dès que la enquête publique sera terminée, qu'elle sera applicable. Très bien. Donc en fait, depuis 2021, nous sommes en 2024, on aurait pu effectivement tenir les promesses de discussion qu'on avait eues. Question simple, si tous les habitants, dans le cadre de l'enquête publique, refusent, qu'est-ce qui se passe? Moi, personnellement, si je vous dis, je resterai sur ma position, c'est-à-dire que je resterai sur ma position et que je conserverai de faire cette ZAP. Il faut savoir que cette ZAP, au travers de la Chambre d'agriculture, par rapport à ce que disait M. Fusion tout à l'heure, eux, et on les aidera aussi, ils nous ont assuré qu'ils avaient énormément de demandes. Ils avaient énormément de demandes. Comme vous l'a expliqué Alain, cela leur permettra sur le circuit court, ici et là. Donc, oui, je vous le dis, je resterai sur cette position de zapper sur le plan des peines, la ZAP en général. Du coup, il y a deux sujets. Vous disiez, je ne veux pas urbaniser le plan des peines. Encore une fois, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que les zones agricoles actuelles permettent d'encadrer l'urbanisation et que vous avez déjà entamé l'urbanisation au travers des lotissements que vous avez construits, pour rappel, sans assainissement collectif. Mais vous avez bien entamé une urbanisation qui peut être endiguée par les zones agricoles actuelles. Quel est pour vous le sens d'une concertation si d'emblée votre position auprès des riverains ne changera pas, même si vous avez la majorité contre vous? Je peux répondre? La réponse, elle est très simple. La volonté de faire une ZAP sur la commune, et en particulier, en effet, sur plan des peines, est effectivement de ne pas urbaniser, je pèse tous mes mots, de ne pas urbaniser davantage le plan des peines. Il y a effectivement, comme l'a rappelé Jean-Marc, en UD4, ce petit lotissement qui est parti. Le reste, nous ne souhaitons pas l'urbaniser. Alors, le sujet est en effet très politique, mais Madame Coche, ne vous en déplaise, également très électoral. Plan des peines est un lieu extrêmement sensible en la matière. Une partie de la population veut garder ce cadre
je dirais, verts, agricoles, une autre partie, certains propriétaires fonciers, et en plus, je les comprends, veulent urbaniser pour, comme on dit, valoriser leur terrain. Là où vous avez dit, M. Fuzon, une inexactitude, quand vous dites attention à la spéculation foncière. Et c'est l'inverse. Vous m'avez presque fait un compliment. Presque. Vous avez dit on ne sait pas qui aura comme maire après. Effectivement, moi, ma volonté est très forte de garder ce coin naturel au plan des peines. La ZAP est davantage contraignante, et là je vous donne raison à tous les deux, et c'est pour ça que nous utilisons cet outil. Je rappelle que la ZAP est demandée par la commune suite à une étude extrêmement précise menée par la Chambre d'agriculture, soumise ensuite à une enquête publique et ensuite pris par le préfet. Pris par le préfet, vous savez ça, évidemment vous le savez. Je veux dire, je ne suis pas levé un beau matin en disant on va faire une ZAP. Et pour vous rappeler quand même les choses de façon précise, on avait déjà lancé cette idée il y a d'assez nombreuses années. Puis pour des raisons de suivi, X ou Y, ça n'avait pas été suivi des faits. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Vous m'accusez de bétonner la commune, pour reprendre une expression qui vous est chère. Disons qu'effectivement, on a fait un petit peu du logement sur la commune depuis quelques années, et en particulier du logement social. Et je rappelle que 60% de la population des Pennes Mirabeau est éligible au logement social. Donc, effectivement, il faut bien en faire. Mais je ne veux pas en faire n'importe où. Et Plan des Pennes, c'est une volonté politique forte que de faire en sorte de ne pas l'urbaniser. Il y a des gens qui seront pour, et comme l'a dit très justement Jean-Marc, il y a des gens qui seront contre. Vous allez avoir des propriétaires fonciers qui ne vont pas être contents, mais de toute façon, pour d'autres raisons, on n'aurait pas pu urbaniser. Donc, je comprends que vous puissiez avoir une posture politique au sens noble du mot, hein, madame, je vous rassure, sur cette ZAP, mais c'est une volonté politique que nous avons. Nous avons suivi une démarche assez rigoureuse, des réunions publiques au Plan des Pennes, il y en a eu de par le passé, qui en général se passent jamais très bien, parce que, bien sûr, les propriétaires fonciers, ils arrivent en disant « Oui, mais pourquoi là on l'a fait, pourquoi on l'a pas fait ?» Vous parlez de lisière, mais vous savez que c'est ce qu'on appelle le problème des limites. Ce problème des limites qui n'existe pas qu'en urbanisation. Une véritable question. Pourquoi ce terrain est situé en A et pourquoi ce terrain est situé en constructible? Pourquoi ce terrain est situé en N et pourquoi ce terrain est situé en constructible? L'exemple typique, excusez-moi de cette rapide digression, je n'aime pas trop en faire, c'est les clairières. Les clairières, c'est ce lotissement qui a été fait en plein cœur d'une zone forestière, forestière, naturelle, avec beaucoup d'espaces de boisés classés, et qui aujourd'hui vit plutôt bien, mais que parfois les gens ne comprennent pas qu'à côté de chez eux, on n'est pas fait la même chose. C'est des choix politiques. Je voudrais terminer par ce courrier qu'effectivement j'ai reçu, comme la plupart d'entre vous, signé les habitants de Plan des Pennes. Bon. Nous, on l'a pas eu. Je vais dire une bêtise, mais je ne l'ai pas eu. Très bien, vous ne l'avez pas eu, j'en prends acte. Je vous le donnerai bien volontiers. J'espère que ce n'est pas vous qui l'avez écrit, parce qu'au-delà des erreurs, il y a de l'orthographe pour le... Eh oui, mais comprenez, madame, le courrier est anonyme. Le courrier est anonyme. Vous me voyez faire un courrier anonyme, franchement? Oh, bon, franchement, vous, non. Non, mais ni monsieur Fuzon. Oh, Maximilien, ce n'est pas votre genre, c'est vrai. Allez, n'en parlons pas. Donc, le courrier a été écrit anonymement par des personnes, par définition, je ne sais pas qui c'est, sinon il ne serait pas anonyme. Signé les habitants du Plan des Pennes. Ouais, je ne suis pas né de la dernière pluie. J'ai fait passer l'après-midi à la directrice de l'urbanisme pour reprendre parcelle par parcelle. La plupart de ces parcelles citées en infraction, et je reprends ce qu'a dit Leonetti, sont des parcelles non pas pour des questions de constructibilité, mais pour des questions d'infraction à l'environnement.
il serait indélicat, voire illégal de ma part, de citer des noms. Et je ne vais pas le faire. Mais je connais parfaitement les personnes concernées qui ont même fait l'honneur de la télévision il y a quelques mois, si vous voulez vous en souvenir. Ces gens ont été verbalisés. Les procès-verbaux ont été transmis au procureur de la République. Il y a eu un suivi extrêmement faible. Et la plus grosse amende qui a été administrée m'a fait pleurer de rire. Parce que le mec qui est verbalisé pour ce qu'il a fait, il s'en est mis plein les poches, je comprends que ça les fait rigoler. Alors qu'après, politiquement, vous puissiez condamner la justice française, à votre place, c'est ce que je ferai dans ce cas-là. Mais il n'en va pas de moi. On n'est pas shérif. J'ai verbalisé, j'ai fait les choses en bonne et due forme. Alors, sur la liste de cette cinquantaine de parcelles, il en demeure 4 qui sont en cours d'instruction de verbalisation. Une est extrêmement récente, par dénonciation du voisin, mais qui a eu le mérite de ne pas le faire de façon anonyme. J'ai reçu un beau courrier d'un avocat disant, voilà, je suis le conseil de M. Tartampion, qui porte le fer contre une habitation, enfin, vous connaissez Plan des Pelles, l'ancien cochonnier, etc., qui a été aménagée. Il a pris le procès verbal. On va attendre les suites judiciaires. Ce qu'il faudrait dans l'absolu, ça avait été fait à l'époque du préfet Frémont, mais pas dans notre région, c'était en Camargue, que ces habitations illégales, à un moment donné, fassent l'objet de destruction pure et simple. Mais je le répète, il y a peu d'habitations illégales. Ce sont surtout des gens qui ont porté du terrain, ce sont surtout des gens qui ont amené des camions. C'est surtout des infractions à l'environnement. Donc voilà pour ce courrier qui effectivement est ce qu'il est. Alors je vais vous dire, mis à part qu'il est anonyme, il n'est pas diffamatoire, il est simplement imprécis et inexact pour certaines parties. C'est évident que je ne vais donner aucune suite particulière. Je ne vais pas répondre non plus à qui vous voulez que je réponde. Les habitants de Plan des Pelles, pourquoi pas les habitants des Pelles Mirabeau, c'est pas signé, vous comprenez. Donc voilà. Donc, ce qui m'a conduit, je vais terminer là-dessus avant de passer au vote, à faire cette ZAP, c'est pour que justement, et ce sera mon passage effectivement, que sur la commune, des zones qui sont naturelles, le reste, autant que possible, le plus longtemps possible. Alors, Monsieur Leonetti a dit gravé dans le marbre. C'est peut-être exagéré un petit peu parce que on peut très bien, par la suite, dans 5, 10, 20 ans, changer. Il aurait fallu prendre un dispositif encore plus contraignant, et ça, que vous connaissez, et ça, j'ai pas voulu le faire. Non, mais je vous dis pourquoi j'ai fait une ZAP. Pour que Plan des Pelles reste ce qu'il est. Alors, il y a quelques habitations qui, dans un passé lointain, n'ont pas été faites en bonne et due forme, mais je veux dire, c'est un véritable choix politique. Il y en a qui ça fera plaisir, il y en a qui ça fera pas plaisir. Quant à la notion que vous avez évoquée, M. Fuzon, de ZAP chez les voisins qui ont fonctionné ou pas fonctionné, alors ça, c'est un véritable sujet. Effectivement, quand vous dites l'incendie, c'est pas des zones forestières. C'est pas des zones forestières, c'est des zones agricoles, et ça n'a pas du tout le même caractère d'inflammabilité, et j'en veux pour preuve, parce que je m'appuie quand même sur des documents officiels, que ces zones-là ne sont pas concernées par le fameux PPRIF. Ce QFD. Vous savez, je fais pas de la littérature, je m'appuie sur des faits. Alors que vous votiez contre, je peux le comprendre. Je peux le comprendre, il y a des gens qui vont sans doute, ou qui sont déjà venus vous trouver en se plaignant des choix que je fais, mais vous savez, depuis bientôt 25 ans que je suis maire, mes choix, je les ai toujours assumés. Alors, on va passer au vote. Non, j'arrête là, parce que j'estime que l'échange est suffisant pour ce type de délibération. Qui est pour? Ah ouais, ricaner. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous faites quoi? On attend que vous nous donniez la parole. Il y a une élue du groupe qui a demandé la parole. Vous faites quoi? Participez pas au vote? Mais en fait, je voulais dire, tu vois, que ça... Bon, allez, dites-le. Mais en fait, ça tombe très bien votre réaction, monsieur le maire, parce que je voulais revenir sur la concertation. Donc ce mot est dit à tir et à rigot, sauf que... Pas de moi.
peut-être pas de vous ce soir, mais quand on a des fonctions de conseillers municipaux, les mots sont très importants, il me semble, n'est-ce pas? Donc concertation, il faut arrêter de l'employer à tout va si derrière ce n'est pas fait. Moi, ce que je retiens là, c'est qu'en fait, vous pensez à quelque chose, vous décidez, vous imposez. Voilà. Et sincèrement, ça me fait très peur. Oui, alors écoutez, chère madame, on appelle ça la démocratie représentative. Vous gargarisez de démocratie participative. Effectivement, on a ouvert une délégation de démocratie participative, mais pour les grands projets, on applique simplement la loi. Une ZAP fait l'objet d'une enquête publique, comme l'a rappelé Jean-Marc, elle aura lieu, et puis après le préfet prendra sa décision. C'est tout. Et vous ferez l'exploitation politique que vous jugez utile. Je suis représentatif par l'élection de projets comme le PLUI. Le PLUI, il y a eu, non pas des concertations avec un petit c, il y a eu des réunions publiques prévues de par la loi, comme l'enquête publique pour cela. On fait les choses dans les règles. Et si vous estimez, madame, que là, il y a de ma part, comme vous avez l'air quand même de le dire, un abus de pouvoir, mais il y a le tribunal administratif pour ça. Si vous voulez déférer cette délibération de ZAP au tribunal administratif parce que je n'aurais pas suivi les procédures, c'est votre droit le plus strict, et je me suis toujours plié aux très nombreux, après que vous êtes un peu calmé, aux très nombreux transferts de délibération ou d'autres choses au tribunal administratif. Voilà. Je n'ai pas dit que ce n'était pas fait dans les règles de l'art. Je dis que vous employez des mots qui n'ont rien à voir avec... Non, mais moi, le mot concertation, je l'emploie dans un cadre précis. Le protocole est certainement suivi et appliqué. Je ne dis pas le contraire. Par contre, je parle à quel moment vous écoutez la population. Ça, c'est une vraie question. Pour des projets d'envergure comme ça. Mais c'est une vision politique. Mais attendez, madame, vous vous bombardez vous-même, représentative à vous toute seule de la population. Vous croyez que je ne connais pas les gens? Je suis plus souvent à Plan des Peines que vous, je ne vous y ai jamais vu beaucoup. Vous me direz, vous pouvez y être en dehors d'une présence institutionnelle quelconque, mais croyez-moi, les gens du Plan des Peines, je les connais bien. Il y a des gens qui ne m'aiment pas pour certaines décisions, et je les comprends. À un moment donné, vous comprenez bien qu'un terrain agricole n'a pas la même valeur qu'un terrain constructible, mais vous-même, vous êtes contre la bétonisation. Alors, vous dites que pour des raisons qui sont ce qu'elles sont, et je ne vais pas employer de mots précis, vous ne voulez pas faire une ZAP pour faire plaisir à certaines, je dis bien certaines personnes du Plan des Peines, il vous suffit de voter contre, et puis c'est tout. Et que ça vous plaise ou non, étant assise ici en tant que conseillère municipale, je suis effectivement représentative d'un certain... Parmi d'autres, oui. Exactement. Mais je vous ai jamais nié en considération. Je vous ai jamais nié cette représentativité. C'est ce que vous venez de dire. Donc, qui vote pour? Qui vote contre? Votez contre. Monsieur Fuzon, Madame Koch. Abstention. Donc, 2 abstentions et les autres contre. Parfait. Alors, je voudrais, pour terminer, maintenant on n'est plus dans la joute, remercier les services qui ont travaillé là-dessus, parce que ça représente des heures et des heures de travail. Sans prétention, j'ai participé de très près avec Jean-Marc Leonetti, le service, je vais prononcer le nom, peu importe son nom, une directrice de la Chambre d'agriculture, et bien entendu la ville de Septem-les-Vallons, sur lesquels nous avons quand même, et ça il ne faudrait peut-être pas le perdre de vue, une vision commune concernant ce qu'on appelle, un peu pompeusement peut-être, l'agriculture périurbaine. J'ai l'intention de continuer le travail avec la Chambre d'agriculture, mais aussi avec l'association d'Adréar du commerce du marché de la Gavotte du samedi matin, parce que, Monsieur Fuzon, vous avez situé la politique agricole. Je vais vous faire un aveu. Vous n'avez pas échappé qu'il y a quelques années, j'ai été sénateur, je n'avais pas voté pour les accords de libre-échange. Bon, c'est une goutte d'eau. Mais à un moment donné, il faut savoir choisir son camp. Je suis contre l'agriculture intensive. Je m'étais fait même sévèrement rappeler à l'ordre, parce que j'appartenais à la mouvance, qui vous plaît d'ailleurs de rappeler incessamment, c'est de bonne guerre.
je m'étais fait sévèrement rappeler à l'ordre parce que j'avais remis sur le tapis le problème des néonicotinoïdes. Parce que je ne suis pas... pour moi, l'écologie fait partie d'un comportement politique général. Je ne suis pas ENV, mais pour moi, effectivement, aujourd'hui, on s'occupe beaucoup de la fin du mois des gens plutôt que de la fin du monde. Excusez-moi le jeu de mots. Merci. Les suivantes, 9 les suivantes. Didier. Bonsoir, mesdames, messieurs. Après l'agriculture, la culture. C'est une convention de partenariat avec l'association du Cercle de l'Union du Plan des Peines, représentée par M. Claude Bettini. Cette convention est en renouvellement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La 10, il s'agit d'une convention d'objectifs et de partenariat avec l'association sur les aides du moulin représentée par Madame Aurélie Rouman et la ville des Peines Mirabeau. Cela concerne l'année 2024-2025. Nous avons voté une convention d'objectifs récemment pour cette année. Je peux déjà vous dire d'ores et déjà que cette année, 8 classes ont pu bénéficier de cette sortie pédagogique faite par cette association. Et donc, ça va continuer sur l'année scolaire 24-25. Question, remarque. Oui, madame. Une petite question, effectivement. Alors, nous, on est toujours très contents quand il y a des nouvelles associations sur la commune. Et plein d'activités, c'est chouette. Le tissage, le maillage sur le territoire, super. La question que je me pose, c'est est-ce que cette association, donc qui va développer des animations au moulin, est-ce qu'elle est au courant qu'il n'y a pas eu de commission de sécurité qui est passée dans ce moulin? Est-elle au courant de ça? Quelle responsabilité vous lui imposez en rédigeant cette convention, étant donné qu'il n'y a pas de commission de sécurité sur ce bâtiment? Nous avons réalisé ce moulin, si on reprend un petit peu l'historique, pas dans un but au départ de le faire visiter, mais le produire de la famille. Par la suite, il a été question de le visiter. Donc, nous avons à l'heure actuelle fait intervenir les services municipaux avec accessimétrie et un préventionniste sur le volet sécurité incendie. Et un dossier a été déposé. Et probablement, vu les délais administratifs et l'épée qui se profile, nous aurons ce dossier fera l'objet d'une décision au début de l'année administrative en septembre au vu des délais. Donc on aura une réponse, mais en tout état de cause, à l'heure actuelle, aucune objection a été soulevée par les professionnels de la sécurité, aussi bien en accès que sur le côté incendie. Et aucune réserve n'a été soulevée. Et d'autre part, j'ai noté que une demande de dérogation a été faite avec des propositions compensatoires pour l'accès au PMR, notamment, et par exemple la possibilité de visionner la visite du moulin au syndicat d'initiative, ce qui est une très bonne nouvelle pour les PMR. Voilà, donc nous aurons la décision en début de saison administrative, c'est-à-dire à la rentrée. Certainement, au vu des délais administratifs d'instruction par la préfecture. Et du coup, cette association commencera, elle aussi, dès septembre? Elle a déjà commencé. Ah oui, nous avons déjà évoqué le sujet au précédent conseil municipal. Oui, hein? Mais ça ne pose aucun problème à la présidente de cette association? Non, apparemment non. Et je vous dis, les professionnels qui ont travaillé avec les services municipaux sur le sujet n'ont soulevé aucune objection. Et est-ce qu'on pourra être informé quand vous aurez reçu le dossier? Certainement. Merci. Il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, il ne faut pas confondre, mais si c'est la même direction qui s'occupe de ça, sécurité, accessibilité. Question sécurité, on a eu quitus. Question accessibilité, il faudra probablement, effectivement, mettre en place des mesures dérogatoires de type visite virtuelle de l'intérieur du moulin. Voilà, on ne manquera pas de vous faire passer le document définitif lorsqu'on l'aura. Il faut voter. Je mets au voix qui est pour.
Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 11. C'est une convention de résidence artistique avec la compagnie Mamzelle Spectacle. Il convient de passer cette convention de résidence artistique pour mettre à disposition la salle de la Capellane pour la création d'un spectacle qui s'appelle RA, Les mains dans la bouillabaisse, et qui sera présenté au Provençal, qui auront lieu du 20 au 22 septembre prochain. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 12. Convention d'objectifs, cette fois-ci avec l'association Minotaur et compagnie, toujours présidée par Madame Christelle Bouec. Et cette convention d'objectifs vise à animer les CM2 au cinéma, ce qui est fait depuis 3 ans et qui est un réel succès avec toutes les classes qui viennent dans cette structure privée que vous connaissez peut-être. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 13. Mise à disposition de la salle municipale à l'association du CIQ de la Cité Haute en Provence, présidée par M. Daniel Bonnet, le 23 novembre 2024. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 14. À l'attribution d'une subvention à l'association syndicat d'initiative pour la mise à disposition d'un agent d'accueil. C'est une délibération que nous passons chaque année qui couvre le salaire de l'agent municipal qui est détaché au syndicat d'initiative. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Et la 15, cette fois-ci, c'est l'attribution de la subvention au syndicat d'initiative, représenté toujours par M. Jacques Palmisani, et qui correspond au fonctionnement du syndicat lui-même, pour un montant de 2090 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. La 17. Non, la 16. Je n'ai pas vu les autres. Encore l'attribution d'une subvention à l'association Musique en Vie, représentée par son président Jérôme Leboeuf, qui est d'un montant de 1 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Merci Didier. Jean-Philippe, la 17. Bonsoir à toutes et à tous. Avec un peu de transition pour l'innovation. La 17, il s'agit d'une conversion, donc une conversion de concession trentenaire sur une concession perpétuelle. Donc la concession est située, c'est le numéro 10, la numéro 11, pardon, au rang 13 du carré 10, c'est le cimetière des Cadeneaux. Donc l'écart entre le prix actuel de la concession perpétuelle et la valeur de la concession convertie représente un montant de 167 €, donc il est proposé au conseil municipal de rembourser à la propriétaire de cette concession cette somme-là. Tiens, j'en profite au passage, chose que je crois n'avoir jamais fait, pour féliciter celui qui, avec son équipe, s'occupe de nos cimetières. Ça peut paraître bizarre, mais les gens sont très très attachés, pour des traditions familiales qu'on peut comprendre, à ces choses-là, et vraiment nos cimetières sont de belle qualité environnementale. Bravo à eux. La 17, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 18. Ah pardon, Gérard. Bonsoir. Il s'agit donc de cette délibération sur l'approbation d'une convention de délégation de compétences avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de la compétence entretien de la voirie supportant la circulation de nos transports collectifs ainsi que c'est-à-dire il appartient à tenir à la commune d'entretenir la voirie supportant la circulation des transports collectifs. Je commence ? Non, mais rapproche le micro de ta bouche. Donc, c'est-à-dire, il va appartenir à la commune d'entretenir la voirie supportant la circulation des transports collectifs, en l'occurrence les voies empruntées par le ZEMI, c'est-à-dire l'avenue Jean Monnet et le chemin de la Pourrante. Le coût pour cet entretien a été évalué à 53 935 par an. Les travaux concernent uniquement, comme disent les techniciens, le surfacing, c'est-à-dire tout ce qui est en surface
c'est-à-dire l'entretien des espaces verts, la propreté urbaine, la signalisation, les marquages au sol et les petits travaux comme des nids de poules ou des travaux de ce genre. Voilà. Oui, c'est une délibération qui est issue de la fameuse loi 3DS qui n'a absolument pas réglé les problèmes d'enchevêtrement de compétences au niveau métropole-commune. Je me vois qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci. Pierre, 19. Bonsoir à tous. Alors, il s'agit d'une subvention municipale à l'association pour le développement le loisir en mer d'un montant de 910 € pour l'année 2024. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 20. La 20, il s'agit de l'attribution d'une subvention municipale à l'association sportive à l'amicale bouliste de la Boule Plate du Pan des Pins pour un montant de 800 € pour l'année 2024. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 21, il s'agit de l'attribution, je crois, ouais. Il s'agit de l'attribution d'une subvention municipale à l'association de l'amicale des Pins de Mirabeau pour un montant de 7 800 € qui se décompose de 6 300 € pour le fonctionnement et de 1 500 € dans le cadre du plan mercredi. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Monsieur Post peut revenir. Allez. Il arrive. Alors, pour la 22, il s'agit de l'attribution d'une subvention municipale pour l'association pour la pêche et la protection en milieu aquatique de l'Invernay-Lacadière d'un montant de 2 000 € qui se décompose de 1 000 € pour le fonctionnement et d'une aide de 1 000 € au titre de l'organisation du 30e anniversaire de l'association. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 23. Il s'agit de l'attribution d'une subvention municipale à l'association aquasynchro-pénoise d'un montant de 2 000 € pour l'année 2024. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 24. Il s'agit de l'attribution d'une subvention municipale à l'association sportive du club subaquatique des Pins de Mirabeau pour un montant de 870 € pour l'année 2024. Pour? Contre? Abstention? Abstention? Adopté. À 25, il s'agit de l'attribution d'une subvention municipale à l'association sportive l'élan sportif des Pins de Mirabeau basket pour un montant de 6 000 € pour l'année 2024. Pour? Contre? Abstention? Adopté. La 26, il s'agit de l'attribution d'une subvention municipale à l'association de la Boule Contrée de la Gavotte pour un montant de 800 €. Pardon, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 27, il s'agit de l'attribution de la subvention municipale à l'association de la Boule des Pins de Mirabeau pour un montant de 800 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 28. Il s'agit de l'attribution d'une subvention municipale à l'association sportive des Archers Pénois pour la somme de 4 300 € pour l'année 2024. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 29. Alors, il s'agit de l'attribution d'une subvention municipale pour la signature d'une convention entre la ville des Pins de Mirabeau et l'association Pins de Mirabeau Cadonneau Rugby pour le stage multisport de l'année 2024, d'un montant de 15 000 €. Ce stage se déroulera du 8 juillet au 26 juillet pour la tranche d'âge de 9 à 13 ans et non comme c'est indiqué sur la délibération de 8 à 12 ans. C'est de 9 à 13 ans. Alors cette subvention se décompose en deux parties. 70% de subvention sera versée à la signature de la convention et les 30% restants seront versés à la production du bilan d'activité. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 30. La 30, il s'agit de l'attribution d'une subvention municipale à l'association Pins de Mirabeau Cadonneau Rugby pour un montant de 27 500 € pour l'année 2024, qui se décompose de 22 000 € pour la subvention de fonctionnement, auquel on ajoute 1 000 € pour le tournoi franco-italien, 1 000 € pour le tournoi des petits écureuils et 1 500 € pour le tournoi des écoles. Qui, entre guillemets, je tiens à féliciter
le club de rugby pour cette organisation et les élèves et les maîtres des écoles qui ont joué le jeu. Ça a été une réussite. Bravo à eux. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors, nous sommes à la 31. Il s'agit de l'attribution d'une subvention municipale à l'association sportive Le Pentathlon Pénois pour un montant de 3 500 €. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. 32. Alors, il s'agit de l'attribution d'une subvention municipale à l'association sportive Le Tambourin Club des Plaines de Mirabeau d'un montant de 20 000 € qui se décompose de 5 000 € pour le fonctionnement et 15 000 € pour l'organisation du tournoi international mondial du tambourin. Pour cette dernière, 70% seront versés à l'association au début et 30% seront versés après la production du bilan d'activité. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 33, il s'agit de l'attribution d'une subvention municipale à l'association sportive Curling Bâton des Plaines de Mirabeau d'un montant de 3 000 € pour l'année 2024. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 16, la 34, il s'agit de l'attribution d'une subvention municipale à l'association Vélo Club Saint-Antoine de la Gavotte d'un montant de 12 500 € qui se décompose de 6 000 € pour le fonctionnement, 5 000 € pour l'organisation du cyclocross souvenir Joe Muscat et de 1 500 € pour le savoir rouler à vélo. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Je vous remercie. Merci Pierre. Gérard. Bonsoir à tous. Alors il s'agit de l'attribution d'une subvention à l'association Nouveau Regard sur le handicap, représentée par Madame Marie-Jo Desclin. Vous avez l'ensemble des activités de l'association dans cette délibération. Alors il est proposé de lui attribuer une subvention de 3 000 €. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Je rapporte les dernières. La 36, qui est le groupement de commandes de ville CCAS pour l'émission et la gestion de titres restaurants habituels. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La convention d'accompagnement en évolution professionnelle, que l'on a l'habitude de travailler avec le CDG qui nous propose cette convention d'accompagnement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 38, recrutement et fixation de la rémunération des vacataires, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Et enfin la 39, création d'emplois et mise à jour du tableau des effectifs pour le dépoussiérage habituel que l'on fait très régulièrement au fil de l'eau, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Ah, pardon, abstention. Merci. Nous avons 2 questions orales. Monsieur Amaro. Première question, bonsoir. Les habitants du quartier des Bourremettes nous interrogent sur l'utilisation future des terrains sur les parcelles AR 496, AR 606 et AR 615. Vous les situez en face de l'école des Bourremettes, juste derrière les maisons. Donc ils souhaiteraient pouvoir conserver ce bosquet au sein de leur quartier, pour leur bien-être et leur qualité de vie. Dans le PLU de 2017 qui est en vigueur à ce jour, ces parcelles sont toutes classées en UD3. Pour rappel, la zone UD est une zone urbanisée, extension des centres-villes, affectée principalement à l'habitation sous forme de construction individuelle. Le projet de PLU, lui, classe ces parcelles en UDA1, donc regroupant les zones urbaines mixtes à dominante d'habitat tout en permettant une certaine densification. Seulement quelques arbres remarquables, isolés et protégés sont mentionnés en bordure de la parcelle AR 496. Les arbres remarquables isolés doivent être conservés. Un périmètre suffisant doit être conservé autour de ces arbres. Si on se réfère au PLU ou au PLUI,
Ces zones sont donc constructibles. Quelle démarche comptez-vous entreprendre afin de sanctuariser ce bosquet? Merci. Alors, pour relater un peu l'histoire, c'est qu'il y a eu une assemblée générale avec l'ASL des Bourromettes, une première assemblée générale suite à la rétrocession des bois que l'on doit récupérer sur la commune, et il est vrai qu'il y a eu ce sujet qui a été relevé. Donc, moi, ce soir-là, je m'étais engagé à ce qu'il n'y ait pas de construction, parce que je suis du même avis que vous, ce bosquet qui est là, bon, arbre remarquable, le mot est un peu fort, mais c'est un bosquet qui, au demeurant, doit rester au sein de la propriété. Donc, je leur ai assuré qu'il n'y aurait aucune construction. Bon, certains m'ont fait confiance parce qu'ils me connaissent, donc étaient un peu sceptiques. Sur ce, j'ai demandé à monsieur le maire, et qui m'a suivi, et je l'en remercie, j'ai demandé à changer au PLUI, de changer le zonage. Donc, le zonage, là, en l'occurrence, c'est un nouveau terme qu'ils ont mis sur le PLUI, ça s'appelle masse boisée. Voilà. Donc, au PLUI, il va ressortir ce zonage masse boisée qui nous certifie, qui nous garantit, et qui leur garantit, et d'ailleurs le président a été informé, qu'il en a informé ses adhérents, il n'y aura aucune construction sur ce petit poumon vert là des Bourromettes. Donc je rappelle la zone, on ne peut pas mettre du N parce qu'on est un hectare urbain, ils ne mettent plus. C'est une nouvelle nomination qu'ils ont donnée au PLUI, masse boisée. Voilà, deuxième question. On pourra retrouver cette demande dans l'enquête publique faite? Qui a eu lieu. Elle a lieu, elle est finie. Là, on pouvait le retrouver sur le PLU. Ça a été demandé. Ah non, oui, nous on l'a changé au zonage et on a demandé bien sûr de le changer, de le mettre. Bon, la zone 1 n'existe pas, elle n'existe plus pour eux sur la zone urbaine, donc le terme c'est masse boisée, et en fait ça interdit toute construction. La seule chose qui est autorisée, c'est un sentier pour éventuellement pour une défense forestière. Bon, là, il n'y aura pas lieu de faire. Il n'y aura donc absolument rien et aucune, je confirme une fois, aucune construction. Pour être très précis dans le cadre de l'enquête publique, sauf erreur de ma part, les gens ne sont pas venus se manifester, soit oralement, soit par un courrier. Et comme il y avait eu ces deux réunions, et on a anticipé, c'est nous qui avons demandé auprès de la commissaire enquêteur de classer cette parcelle dans le zonage que vient d'indiquer Jean-Marc. Donc c'est ça qu'on peut retrouver. Vous le retrouverez dans le PLUI une fois accepté. Alors là, de ce côté-là, j'ai quand même quelques inquiétudes sur la suite des événements. Non pas par rapport au PEL Mirabeau, mais comme son nom l'indique, le PLUI est un document intercommunal et ça ferraille un peu dur au niveau de certaines communes. Donc, la question est de savoir si une commune était retoquée, est-ce que cela compromettrait uniquement les demandes de la dite commune ou est-ce que cela compromettrait l'ensemble du PLUI? Je vous avoue que même au plus haut niveau des services de la métropole, voire de l'État, je n'ai pas eu de réponse satisfaisante. Deuxième question. Deuxième question, monsieur le maire du groupe Ensemble pour les PEL Mirabeau. Mesdames et messieurs les élus, ces dernières années, vous avez enclenché la privatisation de nombreux services publics, dont la petite enfance, en lançant, nous vous citons, une expérimentation avec la crèche de la Renardière, devenue la crèche de Palier. Nous vous avions alerté dès le début de ce processus sur notre vision qui est celle de conserver la petite enfance dans un environnement 100% municipal. Monsieur le maire, vous venez d'évoquer le fait que le PLU soit récupéré par l'intercommunalité. Vous vous en désolez, mais vous avez vous-même enclenché une mécanique identique pour la petite enfance. Vous faites avec la petite enfance ce que vous regrettez pour le PLU. Nous vous avons alerté sur la nécessité de conserver un service public de qualité, ce que vous avez tous refusé, puisque vous avez toutes et tous voté la privatisation de la crèche de la Renardière, devenue crèche de Palier. Ces dernières semaines, des familles nous alertent sur un turnover inquiétant des équipes
confirmé par notamment un compte-rendu que nous avons ici, des réunions du 2 et du 9 avril qui a été transmis aux familles. En termes de sécurité, premier point. Il est noté, je cite, qu'un mur de renfort devrait être mis en place dans la voie rapide, entre la voie rapide et la crèche, car en cas de sortie de route, le grillage ne retiendra aucun véhicule. Le grillage ne retiendra aucun véhicule sur une structure que vous avez imaginée et validée. Ils attendent un retour à ce sujet. Des problèmes de RIB avec un fournisseur ont, je cite, bloqué des livraisons, impliquant que le personnel a dû aller, je cite, acheter des yaourts au supermarché. Des problèmes d'encaissement suivis par les familles dont les chèques ne sont pas encaissés malgré, je cite, les remontées quotidiennes du personnel. Les citations sont toutes dans le compte-rendu, encore une fois, des réunions de parents des 2 et du 9 avril. Pour terminer, concernant les problématiques de turnover et de maladies évoquées précédemment, il a par ailleurs été gentiment demandé aux familles qui le pouvaient via un mail que nous avons ici, de garder leurs enfants le lundi 27 mai en raison d'un manque de personnel. Et nous ne sommes qu'au début de la gestion de cet établissement qui, dans notre vision, aurait dû rester municipal. Mesdames et messieurs les élus, allez-vous entendre notre demande, comme le souhaite la majorité des Pénois qui n'ont jamais apporté un soutien à votre privatisation engagée des services publics, que ce soit dans la petite enfance, services techniques, espaces verts, quels seront les prochains services concernés par la privatisation? Est-ce que vous allez entendre notre demande concernant le fait que nous devons conserver à 100% la qualité de nos services publics? Acceptez-vous une telle situation et encore une fois, quels seront les prochains services concernés? C'est Caroline qui va répondre pour la crèche. Juste un problème de mots, mais comme vous êtes très à cheval sur les prises de parole et sur la sémantique, vous confondez privatisation et délégation de services publics. C'est pas la même chose. Et non, c'est pas du tout la même chose. Et j'anticipe sur la dernière question sur laquelle elle n'a pas spécialement compétence à répondre. En dehors de cette crèche qu'effectivement nous avons déléguée, je dis bien nous avons délégué, quand vous parlez de la privatisation, mis à part le fait, comme de partout, par des espaces verts, de se faire aider par des sociétés dans la mesure où on ne peut pas chaque fois embaucher, excusez-moi, je n'ai pas privatisé de nombreux services publics. C'est une inexactitude. L'urbanisme, les espaces. Mais l'urbanisme n'est pas, je l'ai répondu tout à l'heure. Vous avez externalisé le service. Je me suis fait aider d'un volant de sécurité externe, mais n'importe qui a l'habitude de la gestion, ce qui effectivement n'est pas votre cas, parce que pour le moment vous êtes uniquement dans la posture et la prise de parole, mais comme vous le dites très souvent, de la parole aux actes, il y a souvent un abysse. Et pour le moment, des actes, vous n'en pratiquez aucun, et pour cause. Par contre, vous êtes un excellent élu de l'opposition, et vous êtes tellement bon qu'on va faire vraiment le maximum pour que vous y restiez longtemps. Et encore une fois, plutôt que de répondre à la question, vous m'attaquez personnellement, vous n'arrivez pas à vous tenir, vous êtes constamment sur des attaques personnelles. Est-ce qu'à un moment donné, dans ma question orale, j'ai attaqué la personnalité du maire? Jamais. Encore une fois, à la gestion, nous serons très efficaces, puisque nous vous mettons au défi de trouver une opposition qui fasse campagne depuis 10 ans, puisque vous nous reprochez de faire campagne depuis le début. Je ne vous ai pas coupé une seule fois, monsieur le maire, mais effectivement, je vous mets au défi de trouver une autre opposition dans les communes avoisinantes, qui est aussi présente que nous. Les actions, elles sont très simples. On a une permanence de proximité, on est sur le terrain tous les jours, on pose des questions orales, on vous propose... Ah, vous pouvez faire le guignol, effectivement. On propose des délibérations, on vous propose des motions. Je ne vous ai jamais coupé la parole. Vous m'avez souvent coupé la parole. Je ne vous ai pas coupé la parole ce soir, monsieur le maire. On vous propose des motions, on vous propose des délibérations, on vous propose des vœux. On est la seule opposition à le faire. Donc des actes,
on l'éprouve au quotidien, et en tout cas, tout ce que nous vous proposons est réfuté. Donc, vous ne pouvez pas réfuter ce qui n'existe pas, mais encore une fois, merci de soulever une problématique de personne. En tout cas, nous ne sommes pas dans ce jeu-là, nous n'y rentrerons pas, et nous attendons une réponse sur le fond concernant notre question. On va vous y répondre, mais je vais quand même répondre à l'histoire que vous nous sortez souvent d'attaque personnelle. Je ne vous attaque pas en tant qu'homme, je vous attaque par rapport aux postures que vous pouvez prendre. Vous me traitez de con, c'est une insulte. Je vous ai jamais traité de con. J'ai simplement dit un jour, vous voulez toujours le dernier mot, et j'ai fait une cite. Répondez sur le fond, c'est mais pas ne me coupez pas, parce que ne me coupez pas, on va vous répondre sur le fond, mais effectivement, il y a aussi des questions de forme. Et je m'étais amusé un jour à vous dire, citer, je ne sais plus qui, Talleyrand, je crois, seuls les imbéciles ont toujours le dernier mot, et je vous avais dit, vous avez la parole, et c'était pas bien méchant. Mais il n'y a aucune attaque personnelle au sens de la personne vous concernant, sauf qu'effectivement, la personnalité, attendez, il a ses grands pour se défendre, la personne. Sauf que la personnalité et la façon de dire les choses peuvent être effectivement très préjudiciables pour la gestion des affaires. Alors, si vous appelez ça des attaques personnelles, c'est votre droit et ça continuera. Caroline. Quand on voit ce que vous produisez au Sénat, les élus à l'Assemblée nationale, on comprend pourquoi les Pénois et les Français au sens global ne croient plus en la politique. Et c'est justement la politique politicienne que nous ne voulons pas. Donc, vous ne faites que ça. Merci. Vous ne faites que ça. Attendez, qu'est-ce que vous venez de dire là? Vous me mettez dans le même sac que l'accrochage qu'il y a eu entre LFI et le débat. Je vous demande de répondre à la question sur le fond. Répondez à la question sur le fond. Je fais de la politique. Moi, je vous demande de répondre sur le fond. On va répondre. Mais avant de vous répondre, je vous dis la comparaison. Je ne m'énerve pas, je hausse le ton. Vous coupez sans cesse la parole. Répondez à la question. La comparaison que vous faites me concernant avec l'incident violent qu'il y a eu à l'Assemblée, vous venez de le faire, est fort déplacé et je le prends, pour une attaque personnelle. Caroline. Bon, allez, je vous réponds point par point à vos questions. Pour la question du turnover, effectivement, il y a la directrice initiale qui est partie, il y a une nouvelle directrice qui a pris ses fonctions le 25 mai, et on lui souhaite la bienvenue. Il y a également 2 arrêts maladie, dont un qui est lié à une grossesse. Et il y a donc 2 personnels avec un profil CAP petite enfance qui sont en cours de recrutement. Pour le mur, la citation que tu as faite, en fait, c'est lors d'une réunion qu'on a eue avec les parents à la Renardière, au départ de la présentation du projet. C'est un parent qui s'inquiétait effectivement de la proximité de la route départementale qui est située au-dessus de la crèche. Le département a été contacté par la ville. Je m'étais engagée à me renseigner que s'il y avait besoin, on le ferait. Le département a été contacté par la ville et le retour que l'on a, c'est que les craintes de ce monsieur ne sont pas fondées. Pour plusieurs raisons. On est en agglomération, dans un secteur en ligne droite, et la distance du bâtiment vis-à-vis de la route est de 4 mètres, comme les règles de sécurité l'imposent. Ensuite, le lieu d'implantation de la crèche a donc été validé par la PMI et la commission de sécurité avant l'ouverture. Par acquis de conscience, la ville a demandé au service de police un retour sur les accidents qui auraient éventuellement pu avoir lieu dans ce secteur. Et le retour, c'est qu'il n'y a aucun accident qui n'a jamais été répertorié ou signalé dans ce secteur-là. Ensuite, on a également proposé au département, vraiment pour rassurer les parents, de poser des glissières à cet endroit-là. Et le département s'y oppose parce qu'il justifie qu'il n'y a rien qui est justifié au regard de l'implantation du bâtiment, l'installation de ce genre de dispositif. Ensuite, pour les RIB, les problèmes de livraison. Effectivement, il y a certaines factures qui n'ont pas pu être effectuées, certaines livraisons qui n'avaient pas pu être effectuées parce que le prestataire n'avait pas envoyé son RIB à Maison Bleue, donc les paiements n'avaient pas eu lieu, et donc les livraisons s'étaient arrêtées. La commande du jour, donc pour des yaourts, n'étant pas arrivée, la directrice craignait un manque de yaourts pour le lendemain. Elle a eu la présence d'esprit d'aller en acheter par précaution. Et le problème administratif s'est réglé dans la journée, et donc la livraison a eu lieu en temps et en heure le lendemain, donc le problème a été couvert. Pour les problèmes d'encaissement avec les familles, effectivement, il y a un problème au niveau des chèques. Il y a les chèques de janvier et de février, pour certaines personnes qui n'ont pas été encaissées.
Donc la solution qui a été trouvée, c'est que ces chèques vont être rendus aux familles, les chèques de janvier et février qui n'avaient pas été encaissés, et ces familles vont désormais pouvoir payer via un virement directement à la crèche. Et un paiement plusieurs fois leur a été accordé pour ceux qui avaient un gros montant à régler. Et les familles peuvent également payer par prélèvement automatique, si elles le souhaitent. Et la dernière question, oui, l'histoire du 27 mai. Effectivement, comme dans nos structures et la plupart des structures, lorsque le taux d'encadrement imposé par la PMI ne peut pas être atteint, malgré le recours à du personnel intérimaire ou à un pôle de remplaçante, la direction de la crèche se doit de réduire les horaires d'ouverture de certaines sections afin de garantir la sécurité des enfants qui sont accueillis. Donc là, la procédure, même si c'est regrettable pour les familles, la procédure a été respectée. Et pour autant, un courrier a été envoyé à ma signature et à la signature du maire, à Maison Bleue, afin qu'ils tiennent les engagements qui avaient été établis lors du contrat de concession en termes de personnel. Alors, effectivement, tout n'est pas parfait, on peut le déplorer, hein, mais il y a quand même des points positifs et je voulais en profiter de cette question pour en faire part à l'ensemble du conseil parce que j'ai été en contact avec les parents élus du conseil de crèche, parce que là-bas il y a un conseil de crèche, et même s'il y a des choses qui ne sont pas parfaites, et il y a des choses qui sont en train d'être réglées, il y a beaucoup de points positifs qui ont été soulevés, je trouvais ça bien pour l'équipe et pour tout le monde de le savoir. Ils mettent en avant des installations neuves et bien entretenues, qui sont très appréciées pour le bien-être des enfants et du personnel. Les familles soulignent également le professionnalisme du personnel qui s'occupe des enfants et les félicitent pour leur bienveillance et la tendresse qu'elle apporte aux enfants. Ils relèvent également que leurs enfants progressent bien grâce aux activités manuelles proposées et, je cite, un super travail de la part des psychomotriciennes. D'une manière générale, voilà, elle félicite également l'équipe qui est chargée du ménage et de la restauration. Et un gros merci à la directrice adjointe Sonia, qui, je cite, se distingue par son écoute, sa gentillesse avec les enfants et les parents et son grand professionnalisme. Donc effectivement, tout n'est pas parfait, mais il y a quand même beaucoup de points positifs qui ne sont pas relevés par moi, mais par les parents usagers de cette crèche. Donc je voulais en parler aussi. Monsieur Fuson, madame. Oui, alors quand vous dites, vous les élus, il faut préciser les élus de la majorité. Oui, vous avez raison. Ouais, parce que nous, on avait alerté, donc on avait voté bien entendu contre, on avait alerté sur les problèmes au sein des Maisons Bleues, parce qu'il y avait eu énormément de problèmes. Il y a eu même un reportage sur BFM quant aux problèmes au niveau du personnel, le manque de formation du personnel et tous les problèmes inhérents aux Maisons Bleues. C'est pas nous qui l'avons dit, c'était carrément un reportage sur BFM. Donc on vous avait rappelé tous les problèmes inhérents et puis malheureusement vous ne nous aviez pas écouté. Voilà, donc je tenais à faire cette précision et puis aussi également on a déjà proposé des vœux et des questions orales au conseil municipal. Oui, on a déjà proposé des vœux, notamment sur, je sais pas où, l'Arménie. Oui, on avait proposé aussi des vœux. Ça ne devait pas être très important si vous n'en souvenez pas. Monsieur Amaro. Pardon, madame. Je voulais revenir sur tous les points positifs qui ont été cités. Alors, super. Mais vous les connaissez? C'est les parents élus de... la crèche a un conseil de crèche, et donc comme pour un conseil d'école, il y a des parents élus, et c'est ces parents avec qui j'ai été en contact qui m'ont fait remonter ce genre de points positifs. Donc je trouvais que lors du conseil de crèche... Oui, mais qui était quand? La semaine dernière, le 23 mai. Donc après ce premier compte rendu du mois d'avril. Oui. D'accord. Parce qu'il est quand même très plombant ce compte rendu. C'est ce que je vous dis, tout n'est pas parfait, il y a des points qui seront à améliorer, puis d'autres qui sont déjà réglés, mais je pense que c'était aussi bien de dire que les parents sont contents de cette chose également. Oui, c'est très important de faire remonter ce qui va, parce qu'avec la liste de ce qui ne va pas, on a par exemple, vous avez fait remonter que certains de vos enfants avaient changé de comportement depuis l'arrivée dans les nouveaux locaux. Il semblerait également que certains reproduisaient avec leurs poupées des adultes n'ayant pas un comportement bienveillant. Nous vous avons confirmé avoir entendu une personne crier dans une unité de vie et avoir repris immédiatement avec la personne concernée. À ce jour, tout est rentré dans l'ordre, mais nous restons extrêmement vigilants sur ce point. Enfin, on a 2 pages comme ça. Ah oui, je sais bien. Je sais qu'il y a des choses qui n'étaient pas... Et pourquoi on n'a pas ce compte rendu?
Justement, il y a des choses positives. Oui, justement, c'est pour ça que je vous l'ai dit aujourd'hui, je les partage aujourd'hui. Parce que, ça, je sais pas, il faudra demander. Faites une demande au cabinet, je ne sais pas si c'est transmissible ou pas. Mais du coup, vous aviez eu le mail qu'on a, les comptes rendus, vous les aviez eus, bien sûr. C'est pour ça qu'on est intervenu pour régler certaines choses. C'est pour ça que M. Fuzon le disait, on suit étroitement le partenariat avec Maison Bleue. Si je peux rajouter un point à la fois technique et, on va dire, politique, des dysfonctionnements, il y en a. Mais il y en a aussi dans les crèches municipales, et on en a eu par le passé. Sauf que là, on va être peut-être moins attentif parce que, d'une certaine façon, vous pointez, et j'accepte que vous le pointiez, le système de délégation de services publics de la petite enfance. J'ai un article là, une commission d'enquête parlementaire vient de rendre son rapport aujourd'hui, commission d'enquête parlementaire du Sénat. Et le système est à bout de souffle. Il est à bout de souffle essentiellement parce que nous ne trouvons plus aujourd'hui du personnel de la petite enfance. C'est un métier qui est ingrat, c'est un métier qui est difficile, et c'est un métier, il faut le reconnaître, qui n'est pas très bien payé. La délégation de service public, je ne vais pas revenir, la raison pour laquelle on a fait ce choix, c'était construire plus rapidement que ce qu'on le fait nous dans le cadre de nos marchés publics, et avoir une gestion de professionnels. Après, ce rapport précise que je vais le lire et on aura peut-être l'occasion d'en parler à l'occasion avec Caroline et pourquoi pas au sein de ce conseil municipal. Il y a eu un contre-rapport de 28 pages qui dit exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, il ne faut pas déléguer le service public de la petite enfance. Ce qui est amusant pour la petite histoire, c'est que ce contre-rapport est signé exclusivement par la France Insoumise. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Merci et bonne soirée.